Hello, hello à tous. Bonjour, je vous retrouve en ce mardi 29 novembre. J'espère que vous avez la forme. Je bégaye un petit peu, mais j'espère que vous avez la forme et c'est le mug. Bonjour encore à tous, vous voyez, je suis bien installée, j'ai mon petit mug, voilà, avec mon thé fumant. J'espère que vous, de votre côté, vous vous réveillez tranquillement ce matin, ou vous êtes peut-être déjà au travail, ou peut-être que vous vous dirigez au travail. Et ben voilà, on se retrouve ce matin pour débriefer de l'actualité tech, comme chaque matin de la semaine. Ce matin, c'est moi. On a pas mal de petits articles sympas, mais avant de parler de quoi on va parler ce matin et de parler du sommaire, je vais quand même prendre le temps de vous dire bonjour quand même dans la chatroom. Donc je vois déjà qu'il y a du monde qui est là. Salut Oleg, salut Artelis, salut Nicolas, salut le geek Apple, salut Pulse. Le geek Apple, au moins tu donnes le ton, hein, t'es très clair. Salut Pulse, salut Mats 974, salut Laetitia, salut Alan, salut Tech. Tech Wheels, salut Polaire, salut Lexwis, salut Mariol 2712, salut salut Technisavoir, salut Tipreto, salut Andrew, salut Chloé, salut Sionut, salut Samuel, salut Yves, salut Romain. Voilà, et un grand merci à Illumized qui inaugure les soutiens ce matin. Un grand merci à toi pour ton soutien, ça fait super plaisir et ça nous fait commencer l'émission du bon pied. Merci à toi pour ton soutien. Salut Scooby Media, salut Tolkien, salut Akutakun, salut Pampelilou. C'est trop mignon Pampelilou, c'est trop chou. Salut Lulu Simpson, salut The Garlic Snail, c'est pas mal aussi The Garlic Snail, pas mal de style. Salut Jade, salut la brique. Merci beaucoup également à Andrew pour ton abonnement, un grand merci pour ton soutien. Salut Pierre. Écoute, ça va bien ce matin, plutôt bien réveillé. Il faisait froid mais je sais pas, ouais ça va. Réveillé de bon matin, parce que les chats, des fois, laissent pas forcément dormir. Mais ça va, j'ai la forme. Je suis plutôt de bonne humeur. Je pense que je suis de bonne humeur parce que ce soir, j'ai un concert. On a un concert. Voilà, donc on va en parler en fin d'émission, puisque je voulais vous parler du dernier album de Phoenix, Alpha Zulu, qui est sorti il y a pas si longtemps, à la rentrée. Enfin, je crois qu'il est sorti même en début novembre. Je me demande s'il n'est pas sorti début novembre. Alors attendez, je vais vous dire ça. Hop, je recherche en direct. Il est sorti le 4 novembre. Donc en fait, ça fait pas si longtemps que ça. En fait, il est sorti au début du mois. J'ai l'impression de le connaître par cœur parce que je l'écoute en boucle depuis presque un mois du coup. Voilà. Et donc il y a eu les premiers singles qui étaient sortis cet été. Et donc on va voir Phoenix ce soir parce qu'ils avaient 2 dates à Paris, hier soir et ce soir. Et donc du coup, on va voir Phoenix. Le chat qui s'assoit sur mon visage quand je dors, ça me rappelle quelque chose. Alors nous, il s'assoit pas sur le visage, pour être honnête. Alors il y en a un qui est sage parce qu'il dort en boule et c'est un petit format, donc c'est une petite boule poilue discrète sur le lit, et il bouge pas. Il est super sage la nuit. Mais alors il y en a un. Là, Mazza, lui, il saute partout, il te marche dessus, il te saute dessus. Donc voilà, à la rigueur, s'il s'assoit sur ton visage et qu'il bouge pas, c'est une chose. Il t'étouffe, mais au moins il bouge pas. Mais non, il te saute dessus, il joue sur toi pour bien te faire comprendre. Allez, maintenant tu te réveilles et tu me donnes ma pâtée, quoi. Voilà, donc... Il y a un de vous qui dit « J'ai un concert prévu le 30 novembre, je viens de me rendre compte que c'est en 2023. » Ouch, ouch, ouch. Eh ben, bon courage pour la patience, quoi. Parce que si tu te faisais un plaisir, je sais pas quand est-ce que tu as acheté tes billets, mais si tu te faisais un plaisir de voir le concert dans quelques jours, c'est un petit coup dur quand même. C'est un petit coup dur.
Euh, Là qui dit un truc qui me saute dessus en pleine nuit, il y a moyen qu'il prenne une salade de phalange réflexe quand même. Ouais, mais oui, non, mais j'avoue qu'il y a un petit coup de pied qui est parti ce matin là pour le faire sortir du lit, mais il revient. Il revient. T'as une minette qui s'appelle Guinness et qui a réussi à faire ses petits le jour de la Saint-Patrick. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe, Mariole. Pas mal, pas mal. J'espère que t'as donné des noms de bières du coup au chaton aussi. Bon, bah du coup, maintenant qu'on sait que tout le monde va bien, que vous êtes levé du bon pied, même si certains ont des chats qui les réveillent dans la nuit ou le matin, de quoi va-t-on parler ce matin? C'est quoi l'actualité qui fait la une, l'actualité tech qui fait la une ce matin? Bah alors, on va évidemment parler de Elon Musk encore, mais rassurez-vous, on va pas passer trop de temps dessus non plus, on va juste parler de ces petites sorties sur Apple. On sent qu'il y a Elon Musk qui cherche un petit peu la bagarre avec Apple. Ok, pourquoi pas. Il joue un peu avec le feu, mais bon, c'est son problème, on va te dire, hein. Et c'est le problème de Twitter. Mais donc voilà, il cherche un petit peu Apple. On verra pourquoi et quel tweet il a pu sortir. On continuera à parler de Twitter et notamment le lien avec les événements qui se passent en Chine actuellement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des protestations et des manifestations qui ont lieu dans plusieurs villes de Chine actuellement, qui sont liées à plein de choses, mais qui ont été déclenchées notamment par les reconfinements ultra stricts suite à des cas de coronavirus. Et du coup, ça devient de plus en plus difficile à supporter pour la population en Chine. Et donc, du coup, ça a déclenché cette vague de manifestations. Et du coup, on verra un petit peu comment ça impacte Twitter et pourquoi Twitter, on va en parler par rapport à cet événement. C'est assez intéressant ce qui peut se passer. Mais c'est pas tout, puisque Twitter n'est pas le seul impacté par les événements en Chine, mais il y a également Apple qui va être impacté, notamment avec évidemment l'usine Foxconn et les cas de coronavirus dans l'usine qui produit les unités d'iPhone. Et ben ça y est, hein, il y a déjà des informations comme quoi ils disent qu'ils ne vont pas produire autant d'unités d'iPhone que prévu, et donc du coup ça va impacter évidemment les chiffres d'Apple et la disponibilité et les dates de livraison des iPhones. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis après, on va parler aussi de certaines taxes ou de certains impôts. Alors, on va commencer par les sanctions. Sanctions avec le régulateur irlandais ici qui taxe Meta ou qui lui met une petite tape sur les fesses avec notamment une amende de 275 millions de dollars pour avoir violé notre règlement européen sur le traitement des données privées ici. Donc Meta visé ici, c'est pas la première fois qu'ils se prennent des taxes, et là en tout cas ça vise notamment Facebook. Voilà, donc on en parlera un peu plus en détail, et puis on parlera également de Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin, c'est pas une amende, c'est pas une sanction ici, mais c'est tout simplement les impôts qui doivent payer et comment ça les impacte. C'est des impôts qui visent normalement les GAFAM, mais qui vont pas impacter que les GAFAM, parce qu'en fait c'est lié notamment aux revenus, et donc du coup Le Bon Coin se retrouve également visé. On verra un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ils se retournent par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pour les articles tech ce matin. Et puis, comme je vous disais, on terminera avec un petit peu de musique ce matin pour se mettre un peu en forme, un peu de bonne humeur. Je sais que là, avec le temps qui refroidit, les nuits, pas les nuits, mais les journées qui sont courtes avec la nuit qui tombe tôt, etc., ça peut faire un petit peu une baisse de morale. Mais voilà, c'est pour ça que moi, je vous propose cette petite dose d'énergie et de motivation avec Phoenix qui va vous ramener un petit peu de soleil, d'exaltation dans votre quotidien. Donc restez jusqu'à la fin de l'émission pour parler un peu du dernier album de Phoenix. Voilà pour le sommaire, j'espère que ça vous plaît. Chouette, Marion va chanter alors. Caradoc, je peux t'assurer que tu ne veux pas que je chante. Vraiment. Tu ne veux pas.
Et je ne vous infligerai pas ça de bon matin. Donc non, rassure-toi, je vais protéger vos oreilles, vraiment. donc voilà, j'ai vraiment pitié de vous. Et donc voilà, vraiment, ça serait pas très agréable. Voilà, donc je vais également protéger vos oreilles en vous épargnant mes performances vocales, si on peut parler de performance à ce niveau-là. Je vous propose du coup, sans plus tarder, de commencer avec le Kawa. Et voilà, du coup, on commence avec le Kawa et l'actualité tech ce matin. Et on va commencer avec le premier article, puisqu'on va parler des frasques encore de Elon Musk. Vous avez vu notamment le titre de l'émission où c'était la taxe secrète d'Apple. Et ben, pourquoi c'était le titre de l'émission? Parce qu'en fait, c'est une des accusations d'Elon Musk. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le nouveau patron de Twitter, du coup, a de nouveau pris d'assaut la plateforme pour s'exprimer et donner son point de vue sur les pratiques d'Apple, et notamment il a tweeté le fait que Apple a menacé de retirer Twitter de son App Store, mais il refuse de nous dire pourquoi. Donc là c'est Elon Musk, je suis un peu méchante, mais c'est vrai que Apple a un pouvoir, Apple et Google, parce que les deux ont des App Store quand même omniprésents et dominants sur le marché des App Store aujourd'hui, il faut le reconnaître. Et c'est vrai qu'ils ont des positions très 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 puissantes, et ils vont un peu faire la pluie et le beau temps sur ces magasins d'applications en faisant pas la loi, mais un petit peu en faisant leur loi finalement, et en validant ou en rejetant certaines applications. Apple plus que Google pour le coup ici, mais voilà. Et donc du coup, c'est vrai que y a le système de validation des sorties, des mises à jour des applications, où à chaque fois c'est un peu est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, etc. Alors a priori, quand vous faites pas des gros changements, il y a pas de raison que ça passe pas, mais c'est vrai que si vous faites des changements très importants, ou que vous demandez des nouvelles autorisations pour avoir accès à des nouvelles informations des utilisateurs, etc., ça sera analysé un peu plus de près, et ça a toujours été en tout cas le positionnement d'Apple là-dessus, donc ça n'a pas vraiment changé, mais c'est vrai que c'est un petit peu étrange d'avoir le CEO de Twitter se plaindre de ne pas comprendre pourquoi Apple menace de retirer Twitter de l'App Store, parce qu'avec une application de la taille et de l'importance de Twitter, il est fort à parier quand même qu'ils aient une relation relativement privilégiée avec les gens de l'App Store, parce qu'en fait il faut voir plutôt ça comme une collaboration, c'est-à-dire Apple a quand même tout intérêt à garder Twitter sur sa plateforme. C'est une des applications phares pour lesquelles les gens y vont, et donc du coup c'est un peu dans les deux sens. L'App Store a intérêt à avoir Twitter, et Twitter a intérêt à jouer le bon jeu avec Apple aussi, donc c'est un peu bizarre comme positionnement ici, et comme sortie, mais il s'est pas arrêté là, parce que c'est Elon Musk, donc il aime bien continuer, et notamment Apple a essentiellement arrêté de faire de la publicité sur Twitter. Est-ce qu'il déteste la liberté d'expression en Amérique? Alors là, c'est un peu une attaque gratuite complètement ici. C'est comme si c'était le seul annonceur qui avait arrêté de faire de la publicité sur Twitter. C'est absolument pas le cas. Il y a de nombreuses marques qui se sont retirées. Mais c'est vrai que Apple fait partie des plus gros annonceurs. Alors, on a pu voir, General Motors, Pfizer ont suspendu aussi leur publicité sur la plateforme. Mais c'est vrai que ça met en danger Twitter. Pour Apple, 90% des recettes... Twitter dépend à 90% des recettes publicitaires. Donc ça vous donne un petit peu un enjeu de combien les recettes publicitaires ici et les annonceurs sont importants pour le revenu de Twitter. Et ici, Apple se positionne comment? Puisque du coup, Apple a arrêté de faire de la pub sur Twitter aussi. En fait, Twitter représente quand même pas mal, parce qu'il représente 4% du chiffre d'affaires
trimestrielle, puisqu'en fait, on a notamment l'information du Washington Post qu'au premier trimestre 2022, Apple était carrément le principal annonceur sur le réseau, avec 48 millions de dollars de dépenses. Donc c'est là où on dit, en fait, à lui seul, il représente 4% du chiffre d'affaires trimestriel de Twitter. En termes de revenus publicitaires, c'est quand même assez énorme. Et donc évidemment, ça fait pas plaisir à Elon Musk que Apple arrête ses pubs. Ça fait un gros trou dans la trésorerie ici. Mais bon, c'est un petit peu bizarre de le sortir comme si c'était le seul annonceur à se retirer, quoi. Et Apple a toujours été très très prudent dans ses prises de position sur ne jamais s'associer avec des marques un petit peu craignos. On va le dire comme ça. Et c'est vrai que Twitter actuellement est un service craignos. Voilà, la personnalité d'Elon Musk impacte très négativement l'image de Twitter et les sorties qui fait impacte très négativement l'image de Twitter. Donc c'est pas vraiment étonnant ici que Apple se soit retiré et a arrêté de faire de la pub. Voilà, donc c'est vrai qu'il a dit, voilà, Apple a essentiellement arrêté de faire la publicité sur Twitter. Est-ce qu'il déteste la liberté d'expression en Amérique? On a toujours cette espèce de drapeau de liberté d'expression qui est brandi à tout bout de champ. Mais bon, voilà, c'est culturellement une grosse différence avec la France. Et donc, il pose la question également à Elon Musk, qu'est-ce qui se passe, Tim Cook? Donc, il l'interpelle personnellement. Et c'est intéressant également parce qu'il y a un internaute qui a répondu à Elon Musk en lui posant une question. Est-ce qu'Apple menace la disponibilité de Twitter sur l'App Store ou formule des exigences en matière de modération des contenus? Et Elon Musk a répondu oui. Voilà, donc c'est là on commence un petit peu à comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que la lutte contre les messages problématiques, harcèlement, désinformation, discours haineux, etc. est essentielle vis-à-vis des autorités. Je vous rappelle que l'Union européenne impose par exemple aux plateformes de retirer rapidement les messages problématiques. J'ai complètement perdu mes notes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un refresh complètement gratuit de l'article. Et ça m'a perdu complètement mes notes. Ok. Merci. Bon. Hop, j'essaie de retrouver mes petits, mais ça va être compliqué. Bon. Et j'ai plus mes infos. Mais bon, voilà, en gros, c'est ce que je disais. Donc, ils ont quand même une contrainte de retirer rapidement les messages par rapport au RGPD pour mettre en place la modération. Et donc, du coup, certes, on peut reprocher cette notion de menacer Twitter et de donner des pressions sur la modération que Twitter devrait mettre en place, mais en fait eux aussi ils sont sous pression parce qu'en fait ils vont avoir la responsabilité des applications qui sont sur le store. Donc voilà, donc c'est pas non plus juste Apple qui en a après Twitter, c'est qu'en fait ils doivent appliquer les règlements sous lesquels ils sont qui doivent respecter, quoi. Donc il y a également ça. Il y a également un autre enjeu pour Elon Musk, c'est évidemment les 30% de frais que Apple prend. Et donc là, on a une sortie d'Elon Musk qui dit saviez-vous qu'Apple a une taxe secrète de 30% sur ce que vous achetez via leur App Store, ce qui est complètement ridicule comme tweet parce que ça n'a jamais été secret. C'est quelque chose qui a été informé de manière transparente depuis le début. Et même a priori, alors moi je l'ai pas vérifié, mais Jérôme m'a dit que carrément il s'était fait épinglé par Twitter qui avait montré un petit fact-check en disant que la taxe n'avait jamais été secrète. Voilà, donc lui-même, Elon Musk, répand de la désinformation. Donc c'est assez intéressant qu'il se soit fait prendre par son propre réseau social à son propre jeu. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment des attaques gratuites. Alors sur la taxe des 30%, je pense que ça va être de plus en plus difficile à tenir pour Apple. Surtout à hauteur de 30%, c'est quand même énorme comme montant. Alors même s'ils ont fait des conditions en fonction du revenu que vous générez, etc.,
à voir, hein. On le voit, il y avait eu des jugements au tribunal aux États-Unis qui commençaient à mettre en danger un petit peu cette taxe, donc à voir. Voilà, je crois qu'on a tout fait, mais au moins vous voyez à peu près l'enjeu. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse de la part d'Apple. Je sais même pas s'ils ont intérêt à répondre, honnêtement. D'abord, ça serait pas vraiment dans le genre d'Apple aussi de répondre à ce genre d'attaques complètement gratuites qui sont là plus pour faire le buzz que pour informer le public ou avoir une portée vraiment intéressante. Je pense pas forcément qu'ils vont répondre, quoi. Un grand merci à Bast 3D pour ton abonnement et à également Iludo54 et à Brezan. Un grand merci à vous trois pour votre soutien. Ça fait super plaisir. Ça nous permet de vous proposer cette information et de rémunérer les gens qui travaillent dur pour faire cette émission. Donc un grand merci pour votre soutien ce matin. Voilà. Laurent nous dit, c'est un tweet qui va probablement faire plaisir à Tim Sweeney, le patron d'Epic Games, qui est actuellement en procès face à Apple en Californie. Oui, tout à fait, mais ça a dû tellement lui faire plaisir parce qu'en fait, Elon Musk a carrément relayé une vidéo d'Epic Games, qui avait d'ailleurs, à un moment donné, largement perdu sa bataille contre Apple au tribunal, mais qui avait comparé dans la vidéo le fabricant de l'iPhone à la dictature du roman de 1984. Il y était allé tout en subtilité, vraiment. Mais voilà, ouais, je pense que Epic Games s'est senti un peu moins seul, en tout cas, suite aux sorties d'Elon Musk. Alors après, est-ce que tu as vraiment envie de t'associer à la personnalité d'Elon Musk pour défendre tes causes? Là est la question aussi. Est-ce qu'il va vraiment aider la cause ou est-ce qu'en fait il va faire plus de bruit qu'autre chose? J'en sais rien. À voir. Un grand merci, Crash47 également, pour ton soutien. Merci beaucoup. Voilà en tout cas pour la dernière sortie d'Elon Musk. Vous êtes au courant. On vous tiendra encore informé s'il y a d'autres déroulements qui se passent ou un autre épisode dans la saga Elon Musk prend le contrôle de Twitter. Donc voilà. Je vous propose de continuer avec l'article suivant qui va encore parler de Twitter, mais plutôt sous un angle peut-être un peu plus politique, puisqu'on va parler de ce qui se passe un petit peu en Chine ce matin. Vous avez peut-être dû le voir aux informations dernièrement, il y a une vague de manifestations qui se déroule dans plusieurs villes en Chine à l'heure actuelle. C'est notamment donc lié aux restrictions relativement strictes, enfin pas relativement, restrictions strictes et au reconfinement demandé pour tout cas de coronavirus détecté dans des conditions où les personnes ne peuvent pas sortir de chez elles, où l'approvisionnement en nourriture met du temps à arriver, etc. Il y a eu notamment un immeuble qui a pris feu il y a quelques jours et a priori les personnes qui vivaient dans la zone ont dit que les conditions et les restrictions sanitaires ont ralenti l'arrivée des secours qui ont du coup impacté le taux de sauvetage et la vie des gens, évidemment mis en péril dans ce tragique événement. Et donc du coup voilà, je pense que c'est l'accumulation de beaucoup de choses, c'est l'accumulation de à la fois ces allers-retours entre déconfinement, reconfinement qui devient de plus en plus difficile à vivre, les conditions elles-mêmes de reconfinement qui sont très strictes, sur également le fait qu'avec la Coupe du Monde, les Chinois qui sont fans de foot voient ce qui se passe également et voient qu'en fait des milliers de personnes se rassemblent dans les stades et eux ne comprennent plus pourquoi eux doivent continuer à se confiner, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même un environnement assez difficile pour la population en Chine à l'heure actuelle et donc ils sont dans les rues. Pour rappel, évidemment, on est dans un régime... c'est une dictature où c'est largement, la censure est largement répandue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer contre le régime, on ne peut pas exprimer des opinions politiques qui ne sont pas alignées avec les opinions du régime et donc du coup les plateformes et réseaux sociaux
sont largement contrôlés par le pouvoir chinois. Donc les réseaux sociaux chinois sont largement censurés ici. Et donc du coup, les protestants se sont tournés vers des services étrangers comme Twitter ou Telegram pour continuer et tenter de continuer à communiquer ici. Et donc du coup, ils utilisent notamment des VPN, etc. pour pouvoir accéder aux App Store et aux applications étrangères. Et qu'est-ce qui se passe? C'est a priori Twitter serait visé par du contenu généré par des bots. A priori, on penserait que ça vient carrément du gouvernement chinois, ou en tout cas connecté au gouvernement chinois. Pourquoi? Parce que tout simplement, le bot va flouder de spam des hashtags que les protestants vont utiliser pour pouvoir communiquer sur les événements qui sont en train de se dérouler en Chine, notamment sur les manifestations, pour pouvoir se coordonner, et également montrer au public à l'échelle internationale ce qui est en train de se passer en Chine. Donc voilà, les protestants essayent d'utiliser ces réseaux sociaux pour s'organiser et montrer ce qui se passe. Et a priori, un bot qui aurait des liens avec le gouvernement chinois essaie de polluer finalement ces hashtags pour qu'ils soient inutilisables. Et comment ils les polluent? Ils envoient des tonnes de messages avec des publicités d'escorte, etc., etc. Donc de vraiment de très très bon goût. Ici, enfin bon, de toute façon, que ce soit de bon goût, de mauvais goût, ça change pas que c'est du contenu de bot et qui rendent, du coup, le but c'est vraiment d'empêcher l'organisation et le rassemblement pour ces manifestations. Alors c'est assez ironique ici la situation, parce que pour rappel quand même, Elon Musk a notamment viré une partie des équipes, et notamment il y avait une équipe qui était en train de travailler sur gérer les outils d'anti-propagande ici. Et donc là, évidemment, de s'être séparé d'une partie de l'équipe qui s'occupe de ça rend encore plus difficile le fait de pouvoir contrer ce type de bot. Et ce qui est doublement ironique, c'est que Elon Musk avait notamment reproché à Twitter d'avoir beaucoup trop de bots sur la plateforme, et donc du coup qu'il augmentait ou boostait artificiellement leur nombre de comptes réels, parce qu'ils avaient beaucoup plus de bots que prévu. Et là, on se retrouve notamment avec Twitter qui galère finalement à contrer cette attaque de bots qui serait initiée par carrément un gouvernement de l'ampleur du gouvernement chinois, ce qui est assez... c'est assez fou. Et donc là, vous avez notamment une image qui vous montre un petit peu le nombre de tweets pour chaque compte de bot. Et ils disent 70% de ces comptes de spam ont commencé à tweeter comme des fous juste récemment. Donc récemment, ça se coordonne notamment avec les événements qui se passent en Chine et avec le début des manifestations. Et donc là, voilà, il montre notamment quand on cherche le hashtag Shanghai, on va voir que justement on a ce genre de message de spam de tweet qui empêche de pouvoir accéder à une information utile pour les personnes qui sont à Shanghai et qui essayent de s'organiser. Donc voilà, donc là au moins vous avez un petit peu une information. Donc c'est assez, la situation est assez ironique ici du côté d'Elon Musk. Pour l'instant, Twitter ne s'est pas exprimé sur le sujet. C'est-à-dire que Elon Musk juge plus intéressant de sortir des petites tirades d'attaques gratuites contre Apple que de travailler à avoir une plateforme qui fonctionne réellement. Ça montre un petit peu ses valeurs. Désolée, je suis très ironique et j'attaque gratuitement Elon Musk ici, mais c'est vrai que c'est assez... disons qu'on se dit, il y a certaines priorités à avoir dans la vie, quoi. Est-ce qu'il veut vraiment essayer de faire fonctionner la plateforme, et donc dans ce cas, ce problème est un vrai problème ou pas. Voilà, c'est un petit peu étonnant quand même ce qui est en train de se passer. Je lis un peu vos commentaires dans la chatroom. Elon Musk a des usines Tesla en Chine et est très dépendant de la Chine. Oui, de toute façon, c'est toujours un problème pour ces plateformes. Alors, il n'est pas forcément... il est dépendant par rapport à ces autres boîtes, comme tu le mentionnes, par rapport à Tesla. Exactement. Je lis un peu vos commentaires.
Alors, je regarde s'il y a des commentaires en rapport avec ce qu'on vient de discuter. Ok, donc voilà, en tout cas pour ce qui se passe en Chine, c'est intéressant de voir comment en fait une plateforme peut être manipulée ou empêchée par rapport aux manifestants qui essayent de s'exprimer et un gouvernement qui va essayer de les empêcher de s'exprimer ou en tout cas d'avoir cette image sur la scène internationale, quoi. Je viens de voir que YouTube a aussi des problèmes de censure. Bah ça, j'ai pas vu Altisplay. J'ai pas vu de news là-dessus. Twitter a accueilli plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour sur la semaine écoulée. Intéressant, Laurent. Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc voilà en tout cas pour ce qui se passe en Chine. Situation compliquée. On va également continuer à regarder ce qui est en train de se passer. Encore une fois, c'est en effet un sujet politique, mais c'est un sujet qui également touche la tech. Donc c'est important de pouvoir en parler. Et c'est toujours intéressant de voir justement comment les gens vont redoubler d'inventivité pour pouvoir continuer à s'exprimer, à s'organiser. Voilà. Mais du coup, comme je vous disais, Twitter n'est pas le seul impacté par les événements en Chine je vais pas réussir. Parce qu'il est en train de, non, je vais pas réussir. Par les événements en Chine, voilà. Et ce qui est en train de se passer, voilà, c'était ça que je voulais dire. 1, 2, 3. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu très certainement encore une fois aux infos. La fameuse usine Foxconn est également impactée par ces confinements puisque les travailleurs sont complètement coincés dans cette usine depuis, je crois, au moins 1 mois. C'est énorme, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas rentrer chez eux. Il y a des problèmes d'alimentation, de règlement des salaires, etc., etc. Donc, ils sont confinés dans des conditions difficiles. Particulièrement difficile et donc du coup ils ne peuvent pas non plus continuer la production des téléphones ou en tout cas les productions et les contrats que l'usine a signé avec Apple, Foxconn a signé avec Apple et donc du coup voilà on a notamment des analystes qui prévoient qu'a priori on pourrait avoir 6 millions d'iPhone Pro qui ne pourraient pas être produits par l'usine Foxconn en Chine pour ces raisons et donc du coup ça fait carrément chuter les actions, la valorisation des actions d'Apple de 2,6% lundi. Ils disent que notamment ils pourraient rattraper peut-être leur retard en 2023 voilà mais en tout cas voilà ça impacte aussi la rapidité de production ici voilà. Donc voilà en tout cas pour ça et donc il y a de fortes chances notamment que les livraisons d'iPhone Pro alors en termes d'iPhone 14 il reste encore des unités et donc si vous êtes intéressé vous pouvez toujours évidemment encore les acheter mais pour ce qui est iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro, là, voilà, on est un peu en flux tendu et donc du coup, il y a des délais de livraison qui vont être rallongés pour cette raison-là. Donc voilà en tout cas pour tout ce qui se passe ici côté Chine, Twitter, Apple. Autre information, on va parler cette fois-ci d'un autre GAFAM puisqu'on va parler de Meta. Qu'est-ce qui se passe avec Meta? Ils ont été sanctionnés par le régulateur irlandais ici qui a donné carrément une sanction de 275 millions de dollars pour avoir échoué à empêcher les hackers de récupérer des informations personnelles de plus de 500 millions d'utilisateurs Facebook. La faille de sécurité date de 2019, donc ça remonte un petit peu et il y a certainement eu une enquête en bonne et due forme pour justement décider des sanctions et si sanctions il devait y avoir. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a l'information de la sanction qui tombe du coup en novembre 2022 ici. Donc 275 millions de dollars pour sanctionner Facebook et donc le groupe Meta pour avoir échoué à protéger les données de 500 millions de comptes Facebook. C'est quand même pas mal comme nombre.
Voilà. Donc cette annonce qui a été communiquée du coup lundi marque la 4e fois en un an que Facebook se fait sanctionner par la commission de protection des données irlandaise ici. Voilà, donc c'est cette régulation hein, qui applique un petit peu la législation en Europe en tout cas. La décision avait été prise vendredi dernier d'après la commission et a été communiquée ce lundi. Depuis l'automne 2021, on a donc le fameux organisme irlandais qui a sanctionné Meta à hauteur de 912 millions d'euros en sanctions. Voilà, donc voilà, c'est vrai qu'on avait reproché un petit peu à l'époque que les sanctions liées au non-respect du règlement général de protection des données du RGPD était un petit peu trop léger, qu'on n'appliquait pas forcément les sanctions qui étaient prévues dans le cadre de cette législation et que ça restait un peu trop léger. Ben là, voilà, ça y est, il commence à taper un peu fort. Donc on avait notamment Meta qui avait été d'abord sanctionné de 405 millions d'euros après que Instagram avait mal géré les données des enfants sur la plateforme, qui était la seconde plus grosse amende liée au non-respect de ce règlement de gestion des données privées. On avait également en mars 2022 et en septembre 2021 d'autres sanctions de 17 millions d'euros et de 225 millions d'euros respectivement contre le groupe Meta. Et donc là, on a la dernière sanction à hauteur de 275 millions de dollars. Cette fois-ci, c'est en dollars pour la faille qui remonte à 2019. Voilà, en tout cas, ça commence à faire cher pour le groupe Meta, je pense. Enfin, ça serait intéressant de voir un peu comment ça les impacte et comment ils perçoivent un petit peu ce type de sanctions. Je serais un petit peu curieuse de voir en interne comment ils en parlent, en fait. Je sais pas vous. Mais et l'Irlande, là, c'est l'Irlande qui sanctionne, mais en fait, ils sanctionnent au nom de l'Europe. Hein. Donc c'est pas eux qui font leur tambouille dans leur coin. Hein. Un grand merci à l'Herbap, c'est l'Herbap, pour ton soutien. Un grand merci à toi. Voilà. Donc là, on n'est pas sur des impôts, hein, on est sur des sanctions suite au manquement de la protection des données des utilisateurs, où l'Europe est devenue de plus en plus stricte pour mieux protéger les utilisateurs européens. Voilà. Un grand merci d'Agagente également pour ton soutien. Un grand merci à toi. 12 mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Voilà en tout cas pour ce qui se passe du côté de Facebook. Donc taxes et sanctions, surtout sanctions pour eux. On parle encore de gros sous ici, mais cette fois-ci c'est du côté de Le Bon Coin. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien tout simplement la fameuse taxe GAFAM dont on avait parlé en long, en large et en travers il y a quelques années, je pense que c'était aux alentours de 2019 puisqu'elle avait été adoptée en 2019. Eh bien elle n'irrite pas que les géants américains puisqu'en fait elle impacte les sites comme Le Bon Coin, spécialiste français des petites annonces, hein, qui estime, lui, qu'il ne devrait pas être assujetti à cet impôt. Et notamment à Devinta, donc c'est le propriétaire norvégien de la plateforme Le Bon Coin, a tenté de plaider sa cause devant le fisc français, mais sans succès. Et donc du coup, voilà, ils avaient essayé de plaider leur cause et d'éviter de devoir payer ces impôts-là, hein, parce que c'est des impôts ici. Mais ils avaient quand même prévu le coup, hein, parce qu'ils avaient quand même provisionné une enveloppe de 40 millions d'euros, dont 31 millions pour la période de 2019 à 2021. L'entreprise s'est également acquittée d'un paiement de 11 millions d'euros pour l'année 2022. Voilà, donc c'est un autre paiement de bonne foi pour avoir lieu plus tard au 4e trimestre 2022 pour la période 2019-2021. Voilà, donc c'est sûr que les impacts de cette taxe GAFAM ont plombé les comptes du groupe et notamment de la plateforme Le Bon Coin. Les comptes du groupe sont carrément ressortis dans le rouge au 3e trimestre 2022 avec une perte nette de 52 millions d'euros. Le Bon Coin, c'est quand même pas rien en France, hein, puisque c'est 27 millions de visiteurs uniques par mois.
C'est des chiffres qui ont été partagés par la FEVAD. Le Bon Coin est carrément le deuxième site e-commerce le plus visité en France, derrière Amazon. Amazon représente 35 millions de visiteurs uniques par mois, Le Bon Coin 27. Et puis derrière, il y a Cdiscount, 18 millions de visiteurs uniques par mois. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un pourcentage de trafic qui est important et notamment qui a augmenté. Il a augmenté de 11% sur un an et 35% par rapport à 2019. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même assez impressionnants en termes de croissance de trafic pour la plateforme. Mais par contre, en termes de rentabilité, c'est pas au beau fixe puisque l'indicateur de rentabilité n'a, lui, progressé que de 2% à 53 millions d'euros. Voilà. Et notamment, le fait de devoir provisionner pour la fameuse taxe GAFAM pénalise et plombe les comptes du groupe. Voilà. Donc... pour rappel, cette taxe vise quand même les entreprises qui enregistrent au moins 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, dont 25 millions d'euros peuvent être rattachés à la France. Donc voilà, il se trouve que Le Bon Coin tombe dans ces critères-là. Est-ce que les critères sont adaptés à ces sites ? Je ne suis pas une experte ici sur le sujet pour pouvoir critiquer les types d'éligibilité ou non à cette taxe, pour être honnête, donc je ne vais pas forcément me prononcer sur le sujet, mais en tout cas, on peut aussi se féliciter qu'il n'y ait pas que des acteurs américains, finalement, qui soient suffisamment gros pour être visés par cette taxe. C'est plutôt bon signe quand même pour Le Bon Coin d'atteindre cette ampleur. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à pouvoir payer cette taxe et en restant rentable aussi, donc à voir ce qui va se passer. En tout cas, avec cet impôt, l'État s'attend à percevoir au total 591 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2022, après avoir amassé 474 millions d'euros en 2021, 375 millions en 2020 et 277 millions en 2019. Donc en 2023, d'ailleurs, il prévoit même que ce chiffre devrait monter à 670 millions d'euros. C'est colossal. Enfin, moi, ça me paraît colossal sur tout ce qui est chiffre d'affaires par ces services en ligne. Moi, je trouve ça assez impressionnant. Je regarde un petit peu vos commentaires. Oui, maintenant, c'est une société norvégienne, puisqu'ils ont été rachetés par Adevinta, qui est donc une boîte norvégienne, mais à l'origine, le Bon Coin était français. Mais oui, je l'ai dit en début d'article que c'était détenu maintenant par une boîte norvégienne. Un grand merci Powerloutre pour ton soutien et ton abonnement. Un grand merci à toi. Bien le bonjour également à toi. Voilà en tout cas pour Le Bon Coin. Comme quoi, personne n'est à l'abri des taxes. Et puis, avant de terminer, les articles tech de ce matin, on va quand même parler de notre sponsor. Je sais que dans la chatroom, il y avait des personnes qui avaient des questions sur notre sponsor ce matin. Notre sponsor, c'est Shadow. Et oui, c'est le retour de Shadow en sponsor pour le mug. Shadow, c'est quoi ? C'est un service de cloud computing. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas le site internet, donc voilà, Shadow, c'est un service de cloud computing. En gros, c'est tout ce qu'on peut faire avec un PC classique. Vous pouvez le faire avec un PC Shadow, surfer, jouer, travailler, se distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil. C'est le gros avantage du cloud computing. C'est vraiment depuis n'importe quel appareil ou presque, avec n'importe quel type de connexion. Par contre, il en faut une stable avec un minimum de 15 mégabits. Je crois que c'est mégabits, il me semble, par seconde. Vous pourrez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur votre vieux PC ou votre nouveau Mac, ou sur votre smartphone Android ou iOS, ou encore sur votre télé connectée ou même un Raspberry Pi 4. Donc vous voyez, c'est en termes d'appareils compatibles pour pouvoir accéder à votre Shadow PC à distance, c'est quand même assez large comme gamme.
Au niveau jeu, la grande force de Shadow par rapport aux autres offres de cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC complet, donc ça ne se limite pas au gaming ici, hein, c'est compatible avec d'abord tous les jeux et tous les mods, peu importe le marketplace, mais c'est également compatible avec tous les logiciels type Photoshop, Blender, qui tournent normalement sur un PC Windows 10. Donc là, vous pouvez faire du gaming, mais bien plus, c'est-à-dire plus de jeux, plus de liberté et également plus que juste jouer dessus. Donc, bref, Shadow, c'est un PC complet à partir de 29,99 € par mois. Je fais une petite pause. Et puis, pour ceux qui, du coup, ont toujours besoin de plus de puissance, un PC capable de faire tourner des gros jeux avec du ray tracing, donc un rendu beaucoup plus réaliste. Vous avez peut-être besoin d'une bête de course pour faire de la 3D ou du montage vidéo. Ben, dans ce cas, vous avez une option qui sera peut-être plus adaptée à vous, puisqu'il y a une option Shadow plus Power. C'est une configuration plus performante, récente et optimisée pour le ray tracing, justement. Et c'est grâce à une carte graphique RTX 3070, ou à peu près équivalente, hein, pour un supplément de 14,99 € par mois. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes curieux ou si vous voulez tester, n'attendez plus, hein, vous pouvez avoir votre nouveau PC dans le cloud avec Shadow. Avec le code qu'on vous propose, Naotech10, vous aurez droit à 10 € offerts sur votre premier mois d'abonnement. Donc ça vous donne une bonne occasion de tester à moindre prix, en tout cas pendant un mois, votre Shadow PC. Voilà, donc vous pouvez faire un petit point d'exclamation Shadow pour avoir accès aux liens d'affiliation pour vous renseigner et aller vous visiter et regarder par vous-même. Voilà. Donc Shadow PC, je vous montre un petit peu le site internet et vous voyez, vous avez des usages divers et variés. Avec donc la première formule et la formule Power dont je vous parlais avec un plus 14,99 € par mois sur le prix de base. Voilà, un grand merci du coup à Shadow de sponsoriser, de soutenir l'émission, de nous permettre de pouvoir vous proposer cette actualité tech tous les matins de la semaine. Sans transition, je vous propose de passer tranquillement à la tartine. Et voilà, on passe tranquillement à la tartine ce matin et on va décompresser un petit peu, passer du bon moment et du coup parler un peu musique ce matin. Désolée, j'étais en train de lire les commentaires, je vois qu'il y a plein de personnes qui réagissent à Shadow, etc. Donc c'est cool. Mais voilà, on va terminer l'émission en musique. Alors moi, je vais pas pouvoir vous partager le son sous peine de nous faire strike. Puisqu'évidemment on n'a pas l'autorisation de faire passer du son dans l'émission malheureusement, mais pour ceux qui veulent se mettre dans l'ambiance ce matin, n'hésitez pas à lancer le dernier album de Phoenix. Le dernier album, c'est Alpha Zulu, sorti le 4 novembre dernier. Donc par le groupe français de Phoenix qui regroupe notamment Thomas Mars, Laurent Brankovitz, Christian Mazalet et Dec Darcy, un groupe qui tourne maintenant depuis plus de 20 ans hein, quand même. C'est un groupe avec une longévité assez exceptionnelle et une reconnaissance à l'échelle internationale qui fait chaud au cœur, groupe versaillais d'origine. Et donc avec ce dernier album Alpha Zulu, il vous propose 10 titres vraiment dans la pure veine Phoenix. Donc je vais vous montrer un petit peu la pochette de l'album pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui n'en ont pas encore entendu parler, même si on en entend beaucoup parler dernièrement. Ils font un peu le tour des plateaux de télé et ils sont d'ailleurs en tournée, hein, donc ils font la promotion de leur album. Et donc c'est vrai que l'enregistrement de cet album Alpha Zulu a été un peu particulier parce qu'en fait, comme
comme de nombreux groupes, ils ont été impactés notamment par le confinement et donc le tout premier morceau a été composé à distance. C'était Winter Solstice qui est un des plus beaux morceaux de l'album d'ailleurs et qui a son propre clip. Mais un très très beau titre, donc composé à distance puisque Thomas Mars était outre-Atlantique tandis que le reste du groupe était sur Paris a priori en France. Ils ont également un duo. Je me demande si c'est la première fois qu'ils ont un duo dans leur histoire parce que j'ai rarement, en tout cas je me rappelle pas d'une autre collaboration ou duo de Phoenix avec un autre artiste, mais très très étonnant et très belle surprise de retrouver du coup la collaboration de Ezra Koenig, le leader de Vampire Weekend, donc sur le titre Tonight, titre agréable, enjoué, enfin vraiment agréable, voilà, j'ai envie de vous dire, titre réussi. Qui mêle les deux voix de Thomas Mars et Ezra Koenig. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, il y avait un titre qu'on avait entendu il y a quelques temps. C'était le dernier titre de l'album d'ailleurs, hein, dans le tracklist de l'album, puisque c'était Identical qu'on avait entendu, puisqu'il était sur la BO. Sans surprise, du dernier film de Sofia Coppola, On the Rocks. Donc on l'avait déjà entendu, il avait déjà été entêtant. Et exciter un petit peu nos oreilles avec ce premier titre inédit qui était sorti en 2020 à l'époque. Et là, c'est vrai qu'avec l'été, on avait déjà vu la sortie du fameux premier single Alpha Zulu, un single éponyme qui a donné son nom à l'album et qui donc du coup a coïncidé avec le retour de Phoenix en Espagne et en France, puisque moi j'ai eu la chance de les voir notamment à Barcelone pour le Primavera Sound Festival. Ce qui est intéressant avec Phoenix, c'est que c'est un groupe, on peut dire, ils sont toujours différents, mais ils sont toujours aussi les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans leur musique qui est assez rassurante et assez confortable. Et à la fois, on ne s'ennuie pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours une évolution, il y a toujours une notion d'être dans le temps et de suivre les tendances et de se renouveler un petit peu, mais sans trop sortir de ce qui fait son identité en termes de groupe. Donc je trouve que vraiment cet album, il est assez fascinant dans cette capacité à se dire, on a l'impression de le connaître déjà par cœur, on a l'impression de l'avoir entendu, mais plutôt de manière positive. Et à la fois, en même temps, on se dit c'est vraiment bon, quoi. Il y a une sophistication, un sens du détail et une efficacité qui est assez redoutable dans leurs titres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ressort toujours avec la pêche sur leurs albums. Il y a une notion de sentiments positifs qu'on retrouve dans beaucoup de leurs albums. Alors moi, mon préféré, c'est pas forcément Wolfgang Amadeus Phoenix qui avait fait leur renommée internationale. Moi, mon préféré, c'est Bankrupt, qui n'est pas le dernier, puisque le dernier, c'était Ti Amo avec l'album italien qui était sorti il y a 5 ans à peu près. Mais c'est celui d'avant, Bankrupt, qui pour moi était vraiment un coup de génie, un peu plus risqué que ses autres albums. Voilà, ça reste mon préféré. Mais Alpha Zulu... je trouve vraiment très, très réussi. Il n'y a aucun titre à jeter. C'est-à-dire vraiment, je l'écoute en boucle du début à la fin. Et il n'y a vraiment aucun titre que je n'aime pas écouter. Voilà, c'est un vrai plaisir. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Les claviers sont plus présents. C'est un album peut-être un peu moins rock. Aussi pour vous donner un petit peu une idée, mais ça tombe jamais dans le kitsch, ça tombe jamais dans la surenchère de clavier qui pourrait devenir un peu écœurant. Les titres sont suffisamment différents pour pas avoir ce sentiment de redite ou de titre un peu lassant. Il n'y a pas du tout cet effet lassant. Il y a des titres qui sont vraiment, vraiment très beaux. Identical, Winter Solstice. Vraiment, il y a des titres excellents. Je ne sais pas si vous l'avez écouté dans la chatroom. Est-ce que vous en avez pensé ?
Je le trouve ouf, je n'arrête pas de l'écouter sans me lasser. C'est trop bien, écoutez, c'est parfait. Ils ont pris la place de Daft Punk. C'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, en parlant de Daft Punk, c'est Thomas Bangalter qui a produit le dernier album de Phoenix. Il est venu un peu au secours du groupe suite malheureusement au décès de Philippe Zedar qui était qui était du groupe Cassius, qui malheureusement est décédé d'une chute, d'un accident il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, c'était le partenaire de production du groupe Phoenix depuis de nombreuses années. Qui était décédé donc d'une chute accidentelle en 2019 malheureusement. Voilà. Donc Thomas Bangalter, donc binôme de Daft Punk, a relevé le challenge et a accompagné le groupe Phoenix du coup sur la production de leur dernier album. Oui, donc du coup, oui, j'avais vu que c'était bien Thomas Bangalter qui avait participé à Alcan. After Midnight est le plus streamé sur Spotify. Intéressant, Laurent. Intéressant. Un grand merci à Toters pour ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Toi, tu trouves qu'il y a des sonorités rétro gaming? Il y a un peu d'électro, il y a pas mal de claviers, il y a pas mal d'électro. Ça sent vraiment dans le temps. Je trouve qu'ils ont une capacité à être dans le temps et à marquer leur époque assez redoutable, tout en ayant des titres qui vieillissent vraiment très bien. Vous écoutez United ou Wolfgang Amadeus Phoenix, ça vieillit vraiment très bien, quoi. Donc c'est assez remarquable. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais particulièrement de bonne humeur ce matin, puisque ce soir, on va les voir à l'Olympia. Ils ont fait leur premier concert parisien hier soir. Et nous, on avait pris la seconde date, donc le mardi soir. Donc on va avoir la chance de les voir. Et je suis assez impatiente parce que certes, je les ai vus cet été, mais cet été, l'album n'était pas sorti. Donc ils n'avaient pas joué tant de titres que ça. Je crois qu'ils avaient quand même joué Alpha Zulu. Mais ils n'avaient pas joué tant que ça sur leur dernier album. Et donc là, du coup, j'ai hâte d'entendre les titres plus en live. J'espère qu'ils vont... Parce que c'est vrai que la playlist, la setlist que moi j'ai eue à Barcelone était vraiment... C'était une grosse claque. C'était une grosse claque de setlist énorme de festival. Ils ont sorti que leurs tubes. Ils ont fait un enchaînement de tubes. La tension ne redescendait jamais, quoi. C'est-à-dire on a dansé, sauté pendant tout le concert, ce qui est excellent dans un cadre de festival. Et ils ont vraiment pas à rougir des autres têtes d'affiche du Primavera Sound Festival que j'ai pu voir, quoi. J'ai vu Gorillaz, j'ai vu Nick Cave, j'ai vu Tame Impala. Bon, les Strokes avaient annulé, mais ils ont pas à rougir des autres têtes d'affiche, hein. Vraiment, ils ont fait un concert remarquable, époustouflant. Voilà, avec toujours l'habitude du leader Thomas Mars d'aller faire un petit bain de foule. Je pensais franchement qu'il n'oserait pas le faire dans une foule de festival, parce que bon, la taille d'une foule de festival, c'est quand même pas la même échelle qu'une salle de concert. Non, il y est quand même allé. Donc voilà, je suis toujours un petit peu étonnée et un peu effrayée pour lui. Mais bon, a priori, s'il continue à le faire sur tous les concerts, c'est que ça se passe plutôt bien. Mais voilà, donc je pense que je vais m'écouter beaucoup l'album quand je serai pas en appel vidéo aujourd'hui pour me préparer. Et pas que le dernier, hein, les autres aussi. Comme je vous disais, mon préféré, ça reste quand même Bankrupt, que je trouve un plus innovant et avec une plus grosse prise de risque que Alpha Zulu. Ça veut pas dire qu'Alpha Zulu est moins bon, mais c'est juste un choix personnel. C'est une préférence personnelle. Alpha Zulu est, j'ai envie de vous dire, parfait de bout en bout. Vraiment, il n'y a pas de fausses notes, etc. Bankrupt, c'est un poil plus inégal, mais du coup, un peu plus inégal dans la mesure où il y a des titres qui sont plus innovants, plus intéressants peut-être, et d'autres qui sont un peu plus anecdotiques aussi. Donc voilà. Mais vraiment, j'adore Alpha Zulu, hein. Moi aussi, je me l'écoute en boucle, hein. Certains disaient qu'ils n'arrêtaient pas de l'écouter
Donc allez-y, pour ceux qui ont un petit peu un coup de mou avec la fin de l'automne et l'hiver qui pointe le bout de son nez, franchement, écoutez l'album. C'est vrai que il disait à un moment donné qu'il cherche toujours à avoir des sons qui vont aller vers des sons exaltants. Je trouve vraiment que c'est ça, parce que c'est-à-dire que les paroles sont pas tout le temps super enjouées. Il y a toujours une notion un petit peu doux amer dans leurs paroles. Mais en fait, la musique fait du bien, quoi. C'est une musique qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, allez-y, à consommer sans modération. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a terminé tôt ce matin, il est 9h59, 8h59, pardon. 9h59, ça aurait été pas très tôt. Écoutez, je vais devoir vous quitter à ce moment-là parce que j'ai un point relativement tôt aujourd'hui. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, je vais vous quitter un peu plus tôt que prévu. Mais du coup, j'espère que l'émission vous a plu, que vous aurez votre dose de musique, votre dose d'actualité tech. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Avant de se quitter, on va voir vers qui on peut aller rendre visite ce matin avec un petit raid. Un petit raid. On va aller rendre visite du côté de Léopold. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas rendu. Oui. Petites informations pour le mug de demain que la régie vient de me communiquer in extremis. Le mug demain matin, ça sera Léo. Et oui, Léo prend les commandes du mug en direct de Strasbourg. Donc attention, ça va être un mug intéressant et voilà, qui va briser la routine. Donc rendez-vous demain matin avec Léo pour le mug. Et nous, on va aller jeter un coup d'œil du côté de Léopold, humoriste. Donc voilà, pour rigoler un petit peu. Et moi, je vous dis une excellente journée à tous. Bye bye. À la semaine prochaine.